Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de cette séquence, nous allons parler d'Europe, d'Union européenne et du Parlement européen. Le Parlement européen qui représente les citoyens européens, qui se veut être une institution jeune et ouverte et qui est résolument engagée pour la démocratie. Alors pour rappel, le Parlement européen, qui représente aujourd'hui environ 450 millions de personnes en 2023, est le cœur de la démocratie dans l'Union européenne. Il est aujourd'hui l'unique institution européenne dont les membres sont directement élus au suffrage universel direct tous les 5 ans. Il dispose de pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle politique. Nous sommes différents, mais nous avons tellement en commun. Notre slogan est d'ailleurs « Unis dans la diversité ». Cela fait référence à la manière dont les Européens ont su s'unir sous la forme de l'Union européenne pour travailler à la paix et à la prospérité, trouver de nouvelles solutions aux problèmes communs, tout en s'enrichissant des différentes cultures, traditions et langages. C'est notre base et nous en sommes fiers. Les temps changent, les valeurs restent identiques. L'Union européenne est une communauté de valeurs et pas simplement un marché intérieur de 450 millions de consommateurs. Les fondations reposent sur le respect de la dignité humaine, la liberté d'expression, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits humains, incluant le droit des minorités. Les droits fondamentaux s'appliquent à tous dans l'Union européenne sans regard de l'origine ou du statut. Quelques-unes de ces libertés sont aussi anciennes que l'Europe. Il s'agit de la vie et de la liberté de penser et de la liberté d'expression. Mais d'autres ont dû être redéfinies pour suivre le rythme. Par exemple, protéger les données personnelles ou interdire le clonage humain. C'était loin de l'esprit des premiers élus européens, il y a une quarantaine d'années. Après plus de 60 ans, nous défendons toujours les mêmes valeurs. Une enquête Eurobaromètre montre que les droits humains figurent d'ailleurs en premier lorsque l'on interroge les citoyens européens. Le Parlement défend la démocratie et l'état de droit au niveau européen. Pour savoir où nous allons, nous devons avant tout savoir d'où est-ce que nous venons. L'Europe, ressuscitée après 1945 et unie en 1989 après la chute du mur de Berlin, a une grande capacité à se réinventer et nous pouvons en être fiers. Mais chaque génération doit y prendre sa propre part. Le projet européen a été créé pour réconcilier d'anciens ennemis et fournir une structure pour prévenir de futurs conflits. Nous sommes actuellement dans une période de plus de 60 ans de paix entre les États membres de l'Union européenne et il s'agit de la plus longue période jamais vécue en paix sur ce continent, ravagé par les guerres et les conflits. Nous sommes d'ailleurs tous lauréats du prix Nobel de la paix, reçu par l'Union européenne en 2012, le comité Nobel norvégien avait alors déclaré que cette décision était fondée sur le rôle stabilisateur que l'Union européenne avait joué pour transformer la majeure partie de l'Europe d'un continent de guerre à un continent de paix. L'Union européenne est devenue notre maison commune, la patrie de nos patries, comme décrit par Václav Havel. Jean Monnet, par ailleurs, disait lui qu'il valait mieux se disputer autour d'une table que sur un champ de bataille. L'Union européenne change. La famille s'est beaucoup développée au cours des dernières décennies. Il y a eu notamment 8 vagues d'élargissement, de 6 États membres à 28 États membres et un retrait de 28 à 27 États membres. En 1957, l'Union européenne est née avec le traité de Rome. 6 pays étaient fondateurs. Il s'agit de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. En 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande du Sud et le Danemark rejoignent l'Union européenne. En 1981, il y a l'adhésion de la Grèce. En 1986, il y a l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. En 1995, les adhésions de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. En 2004, les adhésions de la Slovaquie, de la Slovénie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque, de Malte et de Chypre. En 2007, c'est la Roumanie et la Bulgarie qui nous rejoignent. En 2013, l'adhésion de la Croatie et en 2020, malheureusement, la sortie du Royaume-Uni. À l'heure actuelle, 8 pays sont officiellement candidats pour intégrer à leur tour l'Union européenne. Il s'agit de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine du Nord, de la Moldavie, du Monténégro, de la Serbie, de la Turquie et de l'Ukraine. La Géorgie a déposé sa candidature, mais celle-ci n'a pas encore été acceptée par les 27 États membres. C'est également le cas du Kosovo qui a candidaté le 15 décembre 2022. Alors quand est-ce qu'un pays est-il prêt à rejoindre l'Union européenne ?
Les critères appliqués sont ceux de Copenhague. À savoir, il y a des critères politiques tels que la stabilité des institutions garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le respect de la protection des minorités. Il y a également des critères économiques tels que la présence d'une économie de marché viable et la capacité de faire face à la concurrence et aux forces du marché. Et enfin, il y a cette question de la capacité administrative et institutionnelle à mettre en œuvre efficacement l'acquis et la capacité à assumer les obligations de l'adhésion. Certains pays ont des relations spéciales avec l'Union européenne, qui sont en quelque sorte des pays amis et membres de la famille de l'Union européenne. Il s'agit de l'Islande, de la Norvège et du Liechtenstein, qui participent directement au marché unique via l'espace économique européen. La Suisse, elle, le fait via près de 120 accords bilatéraux. En juin 2016, le Royaume-Uni a voté lors d'un référendum pour quitter l'Union européenne. On connaît cet événement sous le nom de Brexit. Quelles sont les langues parlées en Union européenne? Il faut savoir que le multilinguisme est garanti par les traités. Il fait partie du patrimoine européen et il est un préalable démocratique. Le Parlement européen possède l'un des plus grands services d'interprétation au monde, avec près de 552 combinaisons possibles, en plus de la langue des signes au besoin. Alors bien évidemment, au sein de ces services d'interprétation, il faut comprendre que personne ne parle 24 langues. L'interprétation se fait principalement en utilisant la langue relais, telle que l'anglais, le français et l'allemand, pour par exemple passer du hongrois à l'anglais et de l'anglais au letton. Sachez également que les députés ont le droit de s'exprimer dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et ils parlent généralement dans leur langue maternelle en séance plénière, ce qui est très apprécié des interprètes. Tandis que lors des négociations ou les réunions de commission, ils peuvent utiliser l'une des langues les plus courantes, mais seulement s'ils le souhaitent. L'anglais restera probablement une langue officielle de l'Union européenne, car un accord unanime entre les dirigeants de l'Union européenne est nécessaire pour changer la configuration actuelle. Intéressons-nous au calendrier de travail du Parlement européen. Chaque semaine, ici présente à l'écran du mois, est différente. Le Parlement européen fonctionne sur la base d'un calendrier coloré. Il est adopté au moins un an à l'avance. Les semaines en rose sont les semaines de commission où les députés font le gros du travail législatif en analysant et en amendant les propositions de la commission et les positions du Conseil. Il y a d'ailleurs maximum 16 réunions en même temps en raison des ressources d'interprétation limitées. Les semaines en bleu sont les semaines des groupes politiques. Elles sont forcément très politiques, préparant la position des groupes politiques pour les séances plénières. Et enfin, les semaines en vert sont réservées aux activités externes. Les députés sont dans leur circonscription ou en délégation officielle dans des pays ou dans des régions du monde entier. Parlons maintenant de Strasbourg et de Bruxelles. Le siège officiel du Parlement européen est à Strasbourg, comme convenu lors du sommet d'Édimbourg des dirigeants européens en 1992 et confirmé par un protocole du traité d'Amsterdam en 1999, approuvé à l'unanimité par tous les gouvernements. C'est d'ailleurs une obligation légale d'avoir 12 sessions plénières par an à Strasbourg. À Bruxelles, des réunions de commission, des réunions de groupes politiques et des sessions plénières supplémentaires sont organisées. Cette organisation a des raisons historiques et juridiques. Le siège officiel du Parlement européen est prévu dans le traité et il faudrait un vote à l'unanimité qui serait requis au sein du Conseil européen pour une modification de ce traité. Par ailleurs, Strasbourg est historiquement symbolique, ayant changé plusieurs fois de main entre la France et l'Allemagne à cause de la guerre, et aujourd'hui, nous y allons pour trouver des solutions communes à des problèmes communs. Alors nous allons parler des élections européennes et à ce sujet, le Parlement européen est le bras démocratique de l'Union européenne et en tant que tel, il ne peut pas se permettre de tenir la démocratie pour acquise. Il doit prendre position pour la protéger. Le vote est l'acte démocratique par excellence auquel tout Européen adulte a le droit de participer. Et plus les gens votent, plus la démocratie européenne sera forte et légitime. Ce n'est d'ailleurs que par un engagement démocratique que le Parlement peut poursuivre son travail. Mais les élections européennes sont également importantes pour l'Union européenne à bien d'autres égards. L'Union européenne est en constante évolution et les élections de 2019 représentent le moment où les citoyens peuvent choisir leur avenir et se prononcer sur la direction qu'ils souhaitent prendre. L'avenir même de l'Europe sera ainsi façonné par les résultats des élections européennes à bien des égards. Le Parlement européen est composé en 2023 de 705 membres élus dans les 27 États membres de l'Union européenne. Depuis 1979, les députés européens sont élus au suffrage universel direct pour une période de 5 ans. Les sièges sont attribués en fonction de la population de chaque État membre. Le traité encadre cependant fortement le processus d'attribution des sièges puisqu'il y aura maximum 705 membres avec maximum 96 sièges par pays et minimum 6 sièges par pays. 6 est le minimum pour garantir que toute la
gamme des opinions politiques dans les plus petits pays est représentée, et selon la méthode D'Hondt utilisée, les États moins peuplés sont donc surreprésentés. Il y a plusieurs raisons à cela. Les États membres de l'Union européenne partagent ou mettent en commun leur souveraineté. Il s'agit donc de donner proportionnellement plus de députés européens aux plus petits pays, et cela garantit ainsi que leur voix soit également entendue. Par ailleurs, un système strictement proportionnel au ratio des petits pays poserait des problèmes pratiques en termes d'accueil du très grand nombre de députés. Intéressons-nous maintenant aux groupes politiques. Le Parlement européen compte actuellement 7 groupes politiques et plus de 180 partis politiques sont représentés. Les membres du Parlement européen siègent en groupes politiques. Ils ne sont donc pas organisés par nationalité, mais bien par appartenance politique. Les députés viennent de tous les horizons et de toutes les classes socio-économiques. 25 membres sont nécessaires pour former un groupe politique et au moins un quart des États membres doivent être représentés au sein du groupe. Bien entendu, les membres ne peuvent pas appartenir à plus d'un groupe politique. Certains députés n'appartiennent à aucun groupe politique et sont alors appelés les députés non inscrits. La principale différence par rapport aux parlements nationaux, c'est qu'il n'y a pas de parti officiel au pouvoir ou rejeté dans l'opposition. D'où une manière différente et plus dynamique de créer des majorités ad hoc et spontanées pour une question donnée. Autrement dit, les alliances se font et se défont au gré des sujets abordés. Intéressons-nous maintenant au comité du Parlement européen. Les comités sont les moteurs législatifs de l'institution. Les membres sont répartis en 20 commissions permanentes spécialisées. Celles-ci instruisent les propositions législatives par l'adoption de rapports, proposent des amendements à la plénière et nomment une équipe de négociation pour mener les négociations avec le Conseil sur la législation de l'Union européenne. Un comité est composé de 25 à 73 membres titulaires et d'un nombre équivalent de suppléants. Chaque comité élit un président et jusqu'à 4 vice-présidents parmi ses membres titulaires pour un mandat de 2 ans et demi. La composition politique des commissions reflète celle de l'Assemblée plénière. Le Parlement peut également créer des sous-commissions et des commissions temporaires spéciales pour traiter de questions spécifiques et elle est habilitée à créer des commissions d'enquête pour enquêter sur les infractions présumées ou la mauvaise administration du droit de l'Union européenne. Les commissions parlementaires se réunissent normalement à Bruxelles et leurs travaux sont soutenus par un secrétariat. Leurs débats sont tenus en public et diffusés sur le web. Comment les lois de l'Union européenne sont-elles décidées? La procédure de décision des lois européennes est la suivante. Pour commencer, la Commission européenne va préparer des propositions législatives de sa propre initiative ou à la demande d'autres institutions ou pays de l'Union européenne, ou alors encore à la suite d'une initiative citoyenne, souvent après consultation publique. La proposition finale est transmise simultanément au Parlement européen et au Conseil et aux parlements nationaux. Le président du Parlement européen renvoie la proposition à une commission parlementaire qui nommera un rapporteur chargé d'élaborer un projet de rapport contenant les amendements au texte proposé. Le comité vote enfin sur ce rapport et sur tout amendement déposé par d'autres membres. Le Parlement européen examine et vote ensuite la proposition législative en plénière sur la base du rapport de la commission et des amendements. Le résultat est la position du Parlement. Le Parlement peut accepter la proposition sans aucune modification ou apporter des amendements. Dans de rares cas, le président peut demander à la Commission de retirer sa proposition. La position du Parlement en première lecture est transmise au Conseil. Le Conseil peut alors accepter la position du Parlement européen, auquel cas l'acte législatif est adopté, ou adopter des modifications de la position du Parlement, conduisant à une position du Conseil en première lecture, qui est transmise au Parlement pour une deuxième lecture, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un accord soit atteint ou que la procédure soit terminée. Le président du Parlement est élu pour un mandat renouvelable de 2 ans et demi, soit la moitié de la durée de vie d'un Parlement. Le président représente le Parlement européen vis-à-vis du monde extérieur et dans ses relations avec les autres institutions de l'Union européenne. Il y a un président du Parlement, un président de la Commission et du Conseil, ainsi que le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Alors, si vous souhaitez avoir un aperçu des compétences de l'Union européenne, il apparaît ici à l'écran. Il y a des compétences exclusives telles que l'union douanière, les règles de concurrence pour le marché unique et la politique monétaire notamment, plus des accords commerciaux et de tout ce qui a trait aux plantes et aux animaux marins. Il y a des compétences partagées et des compétences d'appui telles que la santé publique, l'industrie, la culture. Alors, les budgets de l'Union européenne ne représentent que 1% de la valeur totale de l'économie de l'Union européenne, c'est-à-dire du revenu national brut de tous les États membres de l'Union européenne. Le budget de l'Union européenne est financé par 3 sources principales. Il s'agit des contributions des États membres sur la base d'un pourcentage de leur revenu national brut, des droits d'importation sur les marchandises en provenance de l'extérieur de l'Union européenne
et enfin d'un pourcentage du taux national de TVA de chaque État membre. Comment l'Union européenne dépense-t-elle son argent? Vous avez ici à l'écran les différentes catégories qui bénéficient de ce soutien de l'Union européenne. Pour conclure, le Parlement européen représente donc environ 450 millions de personnes. Il s'agit du cœur de la démocratie dans l'Union européenne et il est aujourd'hui l'unique institution européenne dont les membres sont directement élus au suffrage universel tous les 5 ans. Il dispose de pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle politique. Les prochaines élections européennes auront lieu en 2024. Cela vaut la peine de faire entendre sa voix. Merci pour votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.